commencer par Rita Oulaï. Et donc, ainsi de suite, nous allons donner le micro à chaque panéliste pour donner vraiment son point de vue sur l'impact réel de la finance, de la FinTech en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ton introduction. Je vais me présenter encore Rita Oulaï. Je fais partie du département services financiers mobiles pour l'IFC en Côte d'Ivoire. Ma contribution va être très simple. Alors, je vais essayer de faire vraiment simple. Et elle va porter sur un montant, 13 milliards 600 millions de francs CFA. À quoi ce chiffre vous fait penser? Quelques idées? Est-ce que quelqu'un va intervenir? 13 milliards 600 millions de francs CFA. Effectivement, vous êtes bien renseigné. Donc, je vous laisse terminer la présentation. Non? Donc, effectivement, c'est bien ça. 13 milliards 600 millions de francs CFA. C'est le volume des transactions chaque jour de mobile money en Côte d'Ivoire. Et c'est une valeur moyenne pour l'année 2016. Alors, vous remarquez avec moi que le potentiel, il est énorme. Et c'est vraiment un marché, une opportunité fantastique à saisir. Je vais en quelques points vous donner un aperçu du marché. Et puis, on pourra ensuite débattre des perspectives que ce marché représente en Côte d'Ivoire. Alors, le marché ivoirien est très, très, très dynamique. L'un des marchés les plus dynamiques dans la sous-région. On a 5 opérateurs qui ont des licences de monnaie électronique, entre autres MTN, Move, Orange, qui, selon la RTCI, est leader du marché avec 70% des parts du marché. Mais on a également CLP, des cash services qui sont des acteurs locaux très impliqués aussi dans le développement du mobile money local. Alors, le GSMA a identifié le marché ivoirien comme un sprinter avec des débuts très lents en 2008 quand les premiers services ont été lancés, Orange Money et MTN. C'était vraiment très lent, il n'y avait pas beaucoup d'adoption, mais c'est en 2011 qu'il y a eu un véritable déclic, une sorte de montée en puissance, une prise de vitesse incroyable. Et l'adoption a suivi en fait. Il y a eu vraiment une forte adoption de ces services-là par la population. Et au-delà des 5 acteurs que j'ai cités précédemment, il y a d'autres acteurs qui sont très, très impliqués, notamment pour les transferts d'argent. On a des opérateurs qui proposent des solutions de transfert à partir du mobile ou bien à partir d'Internet. On a entre autres Wari, vite fait aussi, qui sont bien impliqués au Sénégal. Mais on a la Poste de Côte d'Ivoire qui a lancé son propre service de transfert d'argent récemment. On a des acteurs locaux tels que Quick Cash, Moja Wallet, Timon bien sûr qui est présent aujourd'hui, SikaPay, SynetPay qui sont eux aussi présents dans le transfert d'argent mais aussi dans les solutions de paiement mobile. On a des fournisseurs de logiciels aussi adaptés à la mise en place de solutions de paiement mobile ou de transfert d'argent qui sont des acteurs locaux. Et je pense que ça, c'est un élément à souligner. C'est très important que les Ivoiriens eux-mêmes soient au devant aussi de la chose, du développement de la finance digitale en Côte d'Ivoire. Alors, les banques ne sont pas en retrait. On a la Société Générale qui a lancé sa propre solution de portefeuille électronique. On a aussi quelques banques telles que GT Bank ou encore EcoBank qui ont noué des partenariats avec des opérateurs de téléphonie mobile pour cette fois-ci là faciliter les transferts, c'est-à-dire faciliter les dépôts ou encore les retraits sur les comptes bancaires. Et je pense que ça apporte certainement une valeur ajoutée considérable aux clients et ça évite de faire les longues files d'attente que nous connaissons tous dans les banques. Alors, le marché, comme je le disais, il est très, très, très dynamique et je vais continuer en disant que la finance digitale a révolutionné l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment un fait remarquable. Et aujourd'hui, on compte 4 fois plus de comptes mobile money qu'il n'y a de comptes bancaires et de microfinance combinés. Environ 4 fois plus. C'est-à-dire, les deux secteurs sont vraiment sur des échelles différentes. Et l'écart est encore plus prononcé quand on regarde le réseau de distribution.
Pour le mobile money, nous sommes environ à plus de 40 000 points à travers le pays. Pour les banques et les microfinances combinées, on est à peine 1000 points. Alors, l'écart est vraiment, vraiment parlant et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce que l'on constate malheureusement, c'est que les zones rurales restent très peu desservies, mais des études montrent paradoxalement que dans ces zones rurales-là, le niveau d'adoption du mobile money est beaucoup plus élevé que dans les zones urbaines. Donc, cela reste quand même une opportunité à creuser, une opportunité à saisir. Et comme je le disais, la Côte d'Ivoire est vraiment leader sur le marché de la sous-région, en Afrique de l'Ouest, dans la région UEMOA, pardon. On a dans notre pays 44% des valeurs des transactions qui sont effectuées en Côte d'Ivoire. Cela représentait sur l'année 2016 environ 5 000 milliards de francs CFA qui ont transité sur la plateforme du mobile money. Ce n'est pas négligeable dans un pays émergent tel que, bientôt émergent en 2020, tel que la Côte d'Ivoire. Et je continue en disant que le niveau d'activité quand même a amélioré. On se situe au-dessus de la moyenne au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais bon, il y a encore matière à améliorer ce niveau d'activité-là pour rivaliser avec des pays tels que l'Ouganda ou encore le Kenya qui ont des niveaux d'activité qui atteignent souvent 70%, 80%. Donc il y a vraiment matière à améliorer le niveau d'activité, l'utilisation du service par les clients enregistrés. Parce que nous avons là un peu plus de 12 millions de clients enregistrés, mais seulement 38% d'entre eux sont vraiment actifs et utilisent le service de façon régulière. Et l'unité de mesure du niveau d'activité utilisée par la BCAO est de 90 jours. On regarde les clients qui ont utilisé au moins une fois le service mobile money sur les 90 jours, dans la période où nous relevons les indicateurs de performance. Et ce développement, bien sûr, a été accompagné par un certain cadre réglementaire favorable. Depuis 2006, si je ne me trompe pas, la BCAO a mis en place, a adopté un cadre réglementaire qui régit l'émission de monnaie électronique. Et c'est un cadre réglementaire, je dirais, très propice au développement du secteur, très avantageux et qui a permis vraiment la concurrence entre différents modèles d'exploitation, mais aussi qui a stimulé l'innovation. Et récemment, en 2015, il y a MTN et Orange qui ont obtenu leur propre licence d'émission de monnaie électronique. Et avec cette licence-là, ils sont maintenant responsables de l'émission de la monnaie, de la gestion de la monnaie électronique, mais aussi de la distribution. Bien sûr, ça leur donne beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'agilité dans ce qu'ils peuvent proposer comme service, mais cela vient avec un niveau de rigueur qui doit être accru pour la conformité, pour la gestion de risques et tout ce qui va avec, parce qu'ils sont vraiment maintenant les premiers responsables des services mobile money. Ils sont ceux-là même qui font les rapports à la Banque centrale, comme ce fut le cas avec les banques partenaires auparavant. Et le gouvernement ivoirien est aussi très impliqué pour pousser tout ce qu'il y a comme paiement électronique, paiement numérisé. On a la possibilité en Côte d'Ivoire aujourd'hui de payer les impôts, les taxes à partir d'Internet ou à partir du mobile money. Ça reste un chantier. Les choses avancent, il y a quelques pilotes qui sont mis en place, notamment avec la Caisse nationale de prévoyance sociale qui regarde ces aspects-là. Et au-delà de ça, il y a la Banque mondiale qui accompagne le gouvernement ivoirien pour la mise en place d'un programme de transferts sociaux. C'est-à-dire 200 000 ménages ont été identifiés, 200 000 ménages vulnérables, pour leur apporter une aide de façon trimestrielle. Mais on prévoit atteindre 200 000 ménages d'ici 2020. Et je dirais que jusque-là, en termes de performance du gouvernement ivoirien pour la numérisation des paiements, je retiens l'exemple des paiements de frais scolaires. On a tous vu comment ça s'est passé. Il y avait un seul acteur qui était impliqué au départ. Par la suite, tous les acteurs se sont mis autour de la même table. Ils ont essayé à leur niveau de développer des produits, de faciliter ces paiements-là. Et en 2016, pour les élèves du secondaire, ils ont réussi à capter 99%, je dirais même la totalité des paiements des frais scolaires pour cette année scolaire-là.
Et je dirais que cela a pu se faire parce qu'il y a eu une forte volonté politique, mais aussi parce que chacun des acteurs a été concerté et qu'ils ont tous mis la main à la pâte pour produire des résultats pareils, des résultats vraiment, je dirais, excellents. Alors, je disais tantôt que le gouvernement est très impliqué. Le cadre réglementaire aussi a pu soutenir ce développement-là du mobile money en Côte d'Ivoire. Et les choses ne font que s'améliorer. Le marché est en pleine croissance, une croissance fulgurante. Mais malgré cela, il y a quand même des défis qui persistent. Rien n'est parfait. Je pense que toute chose peut s'améliorer. Il y a des efforts à fournir dans ce sens-là, notamment en termes de réseau de distribution. Le réseau de distribution, comme je le disais, dans les zones rurales, est très, très sous-développé. Il y a vraiment une opportunité à saisir dans ces zones-là, mais elle reste très peu desservie par les opérateurs. Au-delà du réseau de distribution dans les zones rurales, nous avons aussi la diversification des produits. Je disais qu'on a quand même une offre assez variée, mais les produits restent très classiques en fait. On a les transferts d'argent, les paiements de factures, mais on n'a pas vraiment des produits, je dirais, mobile money de seconde génération, de dernière génération. Et au-delà de cette offre de services-là, nous avons aussi le manque d'interopérabilité. Ce qui, je pense, va jouer un facteur clé dans l'expansion, dans le développement du marché. Dans la pratique, tout acteur a droit à accéder aux canaux USSD, je dirais les codes courts dièse 122 dièse ou dièse 55 dièse. Et je pense que si l'accès effectif à ces canaux-là est véritablement libéralisé, ça va davantage stimuler l'innovation et faciliter le travail de nouvelles start-up qui se mettent en place et qui ont besoin de ces accès-là pour faciliter l'offre de services et pour faciliter l'expérience client. Et le dernier point que je souhaite relever, c'est le coût de service en Côte d'Ivoire. Comparativement aux autres pays, le mobile money en Côte d'Ivoire coûte cher. Mais bon, on voit que malgré ces niveaux de tarification, le mobile money a quand même décollé, mais je pense qu'à une certaine échelle, les opérateurs devraient repenser leurs propositions de valeur, repenser la façon dont ils fixent les prix pour encore avoir une meilleure pénétration dans certains segments du marché qui restent inexploités. Alors, je disais que le marché ivoirien est très, très, très dynamique et des bailleurs de fonds s'intéressent à ce marché-là, notamment l'IFC. L'IFC qui, en Côte d'Ivoire, travaille depuis 2013 à accompagner certains acteurs du marché. Notre travail consiste en fait à partager la connaissance sur le secteur, mettre en place des projets de recherche pour comprendre des problématiques liées au secteur, notamment le faible taux d'activité ou encore les services qui sont vraiment demandés, les services qui font du sens. Et nous travaillons aussi au niveau de l'investissement, et en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde aussi d'ailleurs. Et actuellement, les projets phares sur lesquels nous sommes, avec la CIB, avec Orange Money et Cargill, nous essayons de bancariser des producteurs de cacao. À travers la Côte d'Ivoire, des milliers de producteurs de cacao sont visés pour les bancariser, mais aussi pour leur faciliter l'accès à leur épargne et dans les zones rurales où ils peuvent directement retirer dans un point Orange Money. On accompagne également MTN pour la mise en place d'un, je dirais, de produits de seconde génération. Et concernant le gouvernement ivoirien, nous leur apportons notre expertise sur le programme des filets sociaux, le programme des transferts sociaux qui, je le disais tantôt, vise les populations vulnérables. Et d'ailleurs, pour ce service-là, il y a déjà un pilote en cours. Le pilote est actuellement fait avec 5000 ménages et c'est Orange Money, l'opérateur, qui a été retenu pour faire le premier essai. Nous sommes là à 5000 ménages, mais bon, l'ambition est grande. Nous voulons aller jusqu'à 200 000 ménages d'ici 2020. Pour conclure, presque, je dirais que les perspectives du marché sont bonnes, forcément bonnes, excellentes même, mais il y a encore des efforts à fournir au niveau du service. Il faut pénétrer les chaînes de valeur, notamment dans l'agriculture, dans le commerce de détail, dans le transport. Il faut fournir des services au-delà des simples paiements, mais fournir des services qui font vraiment du sens. Et je pense que sur cet aspect-là, les agrégateurs de plateformes, les agrégateurs de paiement vont jouer un rôle essentiel.
Et cela, je pense, sera rentable. Cette expansion-là sera rentable seulement si on y ajoute des produits de micro-épargne et des produits de microcrédit qui sont en pleine montée en puissance dans des pays tels que le Ghana ou la Tanzanie et bien sûr le Kenya qui est leader en termes de mobile money en Afrique. Et il y a des cabinets qui ont fait des études, des analyses sur le potentiel du marché. Et McKinsey prévoit que d'ici, c'est le prochain slide, McKinsey prévoit que d'ici 2025, il y aura environ 20 fois plus de revenus liés à la finance digitale en Afrique qu'il y en avait en 2015. 20 fois plus de revenus. Et cela représente une opportunité à peu près de 29 milliards de dollars. Ce n'est pas négligeable. C'est une opportunité à saisir. Et je pense que avec ces chiffres-là, le mot d'ordre est lancé pour la chasse au trésor. Merci. Je vais répondre à la question qui portait de monsieur, j'ai pas retenu le nom, désolé, mais qui était très pertinente, qui portait sur les risques dans le secteur. Effectivement, je ne me suis pas forcément apaisantie sur cette question, mais mon prédécesseur a un peu parlé de cela. Il y a effectivement de gros risques en termes d'arnaque sur les transactions. Et je pense que certains opérateurs ont pris le pas et ont commencé à communiquer avec les clients, communiquer sur les risques de transactions douteuses, surtout après les dépôts sur les comptes ou après les retraits par exemple. Savoir qu'il ne faut pas faire des codes courts à n'importe qui, éviter les transactions douteuses. Donc effectivement, il y a beaucoup d'efforts de communication à faire sur ces aspects-là. Et en termes de fraude aussi, on a eu écho de certains cas où il y avait des employés, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région, des employés en interne qui utilisent les plateformes pour faire des transferts frauduleux. Ou bien il y a des agents aussi, des agents mobile money qui font une fraude, je dirais, au niveau de la commission. Parce qu'ils sont payés sur le volume de transactions. Donc ils vont multiplier les transactions et avec l'objectif en tête d'avoir plus de commissions. Donc effectivement, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais je pense que pour les agents, par exemple, c'est à l'opérateur de téléphonie mobile d'avoir une grille tarifaire assez spécifique, assez détaillée, qui va éviter justement de faire ce genre de transactions répétitives là par les agents pour avoir plus de commissions. Donc, je veux dire, les risques sont là. Il y a même, je veux dire, le risque stratégique sur quel service on met en place, sur quel segment de marché on cible. Les risques sont là, évidemment, mais c'est à chaque entreprise qui évalue son appétit par rapport au risque et ensuite sa stratégie pour gérer ces risques-là. Et votre seconde question, je pense qu'elle concernait la possibilité des opérateurs de téléphonie mobile à devenir des banques ou des microfinances. Écoutez, je pense que sur ce point-là, le marché est ouvert. Les modalités, les conditions pour devenir une banque, une microfinance sont connues. Il y a certains échos qui disent que les opérateurs regardent dans ce sens-là pour être plus libres, pour pouvoir faire du crédit, pour pouvoir faire de l'épargne. Il y a la possibilité de faire des partenariats, mais ici, ils sont beaucoup plus ambitieux et ils veulent partir dans le sens d'avoir eux-mêmes leur microfinance ou eux-mêmes leur banque. Je pense pourquoi pas. La personne qui représente un peu ici le régulateur pourra dire davantage, mais je pense que s'il respecte tout ce qu'il y a comme réglementation autour de la création d'un établissement financier, ça sera possible, à mon humble avis. Le secteur est nouveau, en pleine expansion. Il faut prendre des mesures quand même. Il faut être prudent. Et aussi, il y a l'identification des détenteurs de comptes. L'opérateur de téléphonie mobile est tenu d'avoir tout ce qu'il y a comme information sur le client, de connaître son client et de suivre ce qu'on appelle les règles dans le jargon de la finance, les règles de KYC. C'est-à-dire qu'il faut être capable de connaître son client, savoir quelle activité il fait, savoir où est-ce qu'il est domicilié. Je pense que ça aussi c'est important. Dans la pratique c'est autre chose, hein, on le sait tous. Il y a des fraudes, il y a ce genre de choses là quand on ouvre les comptes bancaires, mais je pense qu'avec un peu plus de rigueur, il faut vraiment mettre l'accent sur cela. Parce que c'est vraiment la porte d'entrée de beaucoup de choses, mais s'assurer que l'ouverture de compte dès la base est claire avec l'identité du client, tout ce qu'il y a comme KYC à établir. Et je pense qu'à partir de là, beaucoup de choses pourront être résolues.